Pour la convivialité, je vais rester assis dans mon fauteuil pendant que je vais présenter la conférence d'aujourd'hui. Mais avant de présenter notre conférencier, je vais glisser quelques mots sur le projet. Donc, puisqu'on s'adresse à un nouvel auditoire aujourd'hui, Salon Double, c'est un observatoire de la littérature contemporaine. Ça se passe tout sur le net. Donc, on est 6, Viviane, c'est ça? Je vais pas dire de bêtises, on est 6 dans le comité de rédaction. Donc, il y a Viviane Asselin de l'Université Laval, moi-même, Pierre-Luc Landry aussi de l'Université Laval, et on a Marie-Hélène Voyer de l'Université Laval qui est avec nous. Et on a 3 collègues à Montréal, à l'UQAM, donc Simon Brousseau, Amélie Paquette et Gabrielle Tremblay-Godette, qui travaillent tous aussi au NT2, donc le laboratoire Nouvelles Technologies, Nouvelles Textualités. Et puis, du côté de l'Université Laval, on est financé par la chaire de recherche contemporaine du Canada, chaire de recherche du Canada en littérature contemporaine, qui est détenue par le professeur René Audet. Et puis, Salon Double, en 2-3 mots, en fait, c'est un observatoire de la littérature contemporaine, donc une revue qui publie en ligne et qui veut dresser un portrait différent de la littérature contemporaine. Donc, on tente de se situer à mi-chemin entre la critique journalistique, la critique essayistique et la critique, si on veut, académique. Donc, un lieu hybride où on tente de rendre compte de ce qui se fait actuellement dans la littérature, tout pays, toute nationalité, toute langue confondue. Donc, à chaque année, depuis l'année dernière, on a un cycle de conférences qui se déroule à Montréal, à Québec et à Ottawa. Et puis, on invite des gens à venir nous parler dans des lieux qui ne sont pas l'université de la littérature contemporaine qui les intéresse. Donc, c'est la raison pour laquelle on se retrouve ici, au Café Artissimo aujourd'hui. C'est pour sortir un peu de la tour d'ivoire ou des murs de briques ou je sais pas, appelez-le comme vous voulez, du grand éléphant blanc frigorifié qu'est l'université pour certains, afin d'amener le dialogue sur la littérature contemporaine ailleurs, dans la rue. C'est comme une espèce de geste de revendication, si on veut, pour dire que la littérature appartient au monde et que nous, en tant qu'être humain, on appartient au monde et à la littérature. Donc là, je vois Viviane qui se moque un peu de ce que je suis en train de dire. Je vais arrêter avec cette envolée lyrique, mais on voulait vous inviter, si le projet vous intéresse, à visiter le site web. On trouve à l'adresse salondouble.contemporain.info. Donc là-dessus, il y a de la critique, il y a des textes un peu plus essayistiques, si on veut, dans l'antichambre. On publie des lectures et des textes qui s'intéressent à une question en particulier, un peu plus poussée, si on veut. On a des projets de dossiers, on en a publié 2 récemment, un sur l'écrivain américain William T. Vollmann et un deuxième sur les meilleurs vendeurs contemporains, donc qui réunissent des textes sur Stephen King, sur Lise Dion et plein d'autres de nos meilleurs auteurs. Et puis, donc, on vous invite à aller lire, bien sûr, consulter le site web, mais aussi à participer. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous envoyer des propositions de textes qu'on va recevoir avec un grand plaisir. Et puis, on entame la série de conférences à Ottawa aujourd'hui avec une conférence de Monsieur Patrick Imbert que je vais présenter un peu grâce à la petite biographie ici que je possède. Donc, Monsieur Imbert est professeur à l'Université d'Ottawa, titulaire d'une chaire de recherche qui s'appelle Canada, les défis sociaux et culturels dans une société du savoir. Il a été directeur exécutif de l'International American Studies Association de 2005 à 2009 et a été élu président de l'Académie des arts et des sciences humaines de la Société royale du Canada en 2009. Il est vice-président de la Cité des cultures de la paix et directeur d'un projet subventionné par le CRSH qui est intitulé « Établir des paradigmes opératoires pour comparer les variations discursives dans les Amériques menant des identités enracinées, de leur inclusion ou exclusion aux identités transculturelles dans le contexte de la glocalisation ». Donc, on va peut-être en parler tout à l'heure de la glocalisation, peut-être pas, mais enfin, si vous avez des questions, réservez-vous-les pour la période de tout à l'heure. Dans ses livres récents, il a publié Theories of Exclusion and of Inclusion and the Knowledge-Based Society, Canada and the Americas, Américanité, culture francophone canadienne et société des savoirs, le Canada et les Amériques. Et puis, 2 livres en espagnol, Trayectorias Culturales Latinoamericanas et Estrategias Autobiográficas en Latinoamérica, Géneros, Espacios, Lenguajes. J'ai un superbe accent, je sais.
La conférence qu'il va nous présenter aujourd'hui s'intitule L'éthique du caméléon dans les fictions des Amériques. Mais avant de lui céder la parole, je vais vous inviter tout de suite à venir à nos prochains événements. Donc lundi le 5 mars, toujours ici à 17h, on va recevoir Lucie Joubert avec la conférence intitulée Les mélancomiques ou pourquoi les femmes en littérature ne font pas souvent rire. Et puis le 19 mars et le 2 avril, toujours des lundis à 17h, on aura Kazereka Kavwairei et Daniel Castillo Durante, tous deux professeurs aussi à l'Université d'Ottawa. Et puis, donc, je vais céder la parole à Monsieur Imbert et on aura une période de questions à la fin. Donc, si vous voulez intervenir, ce serait très gentil de le faire à la fin. Donc, on enregistre la conférence. Une petite parenthèse avant de commencer. Ça se trouvera en balado-diffusion sur notre site. Et puis, c'est possible qu'on enregistre les périodes de questions, mais si ça vous gêne, vous nous le dites, et on coupera court on débranchera les micros pour la période de questions, mais vous n'avez pas à être gêné. En fait, c'est très convivial. C'est une ambiance discussion, causerie davantage qu'une conférence statique. Et puis, voilà, c'est ça. Donc, je vous cède la parole. Merci d'avoir accepté l'invitation. Non, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et aussi à tout le monde d'être venu. Donc, je vais parler de l'éthique du caméléon dans les littératures contemporaines, principalement des Amériques. Et je vous rappellerai d'abord que jusqu'à récemment, finalement, à quoi a servi la littérature? La littérature, elle a servi avant tout à fonder des communautés homogènes, un consensus autour de la langue, géré par l'État-nation qui diffusait la bonne littérature dans l'école pratique laïque, gratuite et obligatoire, par exemple. Donc la littérature sert avant tout à imposer un canon culturel, à une volonté d'homogénéiser les gens afin qu'ils soient plus ou moins tous pareils. Langue, littérature marchant de concert pour construire un consensus social, c'est ce qu'on appelle le canon littéraire, lié au patrimoine, à une identité enracinée, à un certain nationalisme. Parfois, on a connu ça au Québec dans les années 60 et 70, etc., etc. Bien, ce qui veut dire que dans ce contexte historique de volonté d'imposer une certaine homogénéité, le caméléon, il est vu plutôt comme un traître. C'est la racine qui domine, on a des racines, etc., etc. La racine domine et le caméléon est vu comme un traître. Le caméléon, c'est quelqu'un qui a une apparence et la réalité, en fait, c'est quelque chose de faux qui se cache sous cette apparence. Donc, jusque dans les années 1970, on peut dire que la figure du caméléon dans les littératures en général est plutôt négative. Et je vous donne un exemple de Alejo Carpentier, dans le partage des eaux. Il mentionne le caméléon, il dit, eh bien, le caméléon est un peu trop branche. C'est-à-dire qu'il y a un caméléon qui veut ressembler à une branche, mais il est trop branche. Il ressemble trop à une branche pour être une vraie branche. Autrement dit, il est malhonnête. Et c'est toujours ce que l'on lit à travers l'image du caméléon dans les littératures jusque dans les années 1970, et à partir des années 1970, évidemment, on entame un processus de localisation, de libéralisation des échanges, de légitimation des déplacements culturels, géographiques, économiques, linguistiques, ce qui fait que petit à petit, l'image du caméléon va devenir positive et la racine plutôt négative, avec d'autres théories aussi, ou images, le rhizome qu'on a déjà vu dans d'autres théories, etc. Bien, le caméléon donc est devenu quelque chose de plutôt positif, et avant d'entamer la littérature, je vous donne quelques exemples des médias. Là, j'ai un exemplaire de la presse du 31 décembre 2011, donc l'année dernière, mais il n'y a pas si longtemps. La céramique caméléon. Vous pouvez regarder si vous voulez. Donc c'est bien, la céramique caméléon, c'est bien. C'est de la céramique qui imite le plancher, n'importe quoi. C'est bien. On n'aurait pas dit de vanter publicitairement le caméléon comme cela il y a un quart de siècle. Vous avez aussi l'imper-illusion. Fabriqué dans un matériau réfléchissant, ce manteau contient une caméra vidéo qui capte l'environnement immédiat de la personne qui le porte, et on projette l'image sur le tissu de façon à créer l'illusion qu'il est invisible. L'actualité 2004.
bien, on vante les personnages médiatiques comme étant des caméléons positifs. Arnold Schwarzenegger, Desmond Richardson, et même le caméléon, c'est-à-dire Stéphane Dion, chef du Parti libéral, de qui l'on dit, eh bien, il a réussi à transformer le prof d'université en politicien efficace. Je suis pas sûr qu'il a réussi, mais l'image, à l'époque, était tout à fait positive. Donc, partout dans la littérature, dans les médias, dans le discours social, se faire traiter de caméléon, c'est bien, c'est le fun, c'est coloré, c'est comme ma chemise, c'est agréable, etc., etc. Et finalement, vous avez toutes sortes d'expressions qu'on trouve dans les médias. Par exemple, une chaise n'est pas une chaise, n'est pas une chaise. Ben alors, si une chaise n'est pas une chaise, elle caméléonne pas mal, là. Hein. Alors, vous avez évidemment toutes les activités de design qui sont là pour faire qu'une chaise ne soit pas une chaise, justement. Et vous avez toute une partie du design postmoderne qui joue justement sur le caméléonnage des objets qui vont se fondre dans quelque chose d'autre et qui vont perdre leurs racines utilitaires pour jouer ludiquement à d'autres choses. Bien. Alors revenons maintenant à la littérature. Et puis on peut prendre par exemple un écrivain québécois d'origine brésilienne, Sergio Coquis, dans Le Pavillon des Miroirs. On remarquera qu'il y a quand même une tendance à se méfier parfois un peu du caméléonnage chez un certain nombre d'écrivains qui considèrent encore que, disons, l'enracinement, l'homogénéité culturelle, nationale peut avoir une certaine positivité, ou chez des écrivains qui sont un peu nostalgiques, du Brésil, par exemple, comme on le voit chez Sergio Coquis. Alors, dans ce cas-là, voilà ce qu'il dit, finalement, du caméléonnage dans Le Pavillon des Miroirs. Je me contente maintenant de passer inaperçu, de fuir les sollicitations, de faire le caméléon, de ne pas trop prendre au sérieux les ardeurs de mes semblables. La solitude derrière une apparence de marionnette, donc caméléon-marionnette, constitue la seule position confortable dans mon cas. Donc vous voyez que là, le caméléon n'est pas si positif que ça, parce que justement, il est comparé à une marionnette. Une marionnette, c'est quelqu'un finalement de pas établi, manipulé, etc., etc. Donc il y a quand même des tendances à voir le caméléonnage comme quelque chose qui est plutôt négatif chez les écrivains qui considèrent que le multiculturel, le transculturel ou l'interculturel, c'est bien, mais il ne faut quand même pas trop quitter le lieu d'où l'on vient, c'est-à-dire ses racines. Bien. Par contre, pour la majorité des écrivains depuis les années 1980, le caméléon, le caméléonnage est lié à quelque chose d'extrêmement positif et bien sûr à la volonté de se déplacer, à la volonté du transculturel, de rencontre avec l'autre, de comprendre les autres codes, etc., etc. Et vous avez un écrivain canadien-anglais, Bill Schermbrucker, qui a écrit un recueil de nouvelles qui s'intitule Chameleon, et où il raconte, enfin, le narrateur raconte son histoire. Son histoire, dans Chameleon de Bill Schermbrucker, qui est un écrivain de Vancouver, c'est l'histoire d'un blanc, d'un jeune blanc qui vivait au Kenya, à l'époque où on a eu le grand récit de légitimation de l'indépendance de la colonisation, l'indépendance nationale. Après avoir eu le grand récit de légitimation de la colonie, c'est le grand récit de légitimation de l'indépendance par rapport à la colonie. Et il analyse ce qui se passe dans ce recueil de nouvelles, et il voit très bien, évidemment, que il y a encore des blancs colonialistes qui disent, en parlant des Noirs, par exemple, je vous le dis, dans 300 ans, ils seront encore, et ils n'ajoutent pas, ce qui veut dire, ils seront encore barbares, ou etc., etc. Bien, alors comme dit le jeune blanc narrateur de Schermbrucker, I didn't fit in this. Donc, vous avez déjà quelqu'un qui refuse la culture coloniale blanche. En même temps, il est rejeté par les nationalistes décolonisateurs parce qu'il est blanc.
même s'il a des amis noirs qui lui disent « Ah, on ne sait jamais vraiment ce que tu penses, tu as un œil qui regarde à droite, l'autre œil qui regarde à gauche, et au centre, on dirait que tu vois rien. Il a donc la double stratésme intéressant. Eh bien, malgré tout, il se fait traiter de caméléon d'une manière gentille par les jeunes nationalistes noirs, mais finalement, il est obligé de quitter le Kenya parce que le grand récit de légitimation homogénéisateur de la décolonisation est tout aussi raciste que le grand récit de légitimation colonisateur produit par les Blancs. Être un caméléon n'est pas possible au Kenya, qui cherche à imposer une identité unique autour de racines valorisées qui ne sont plus les mêmes, mais qui sont tout aussi excluantes. Il s'en va au Canada, il émigre au Canada, et là, c'est le bonheur total, parce que, évidemment, il rencontre le multiculturalisme, et pour lui, le multiculturalisme, c'est justement pouvoir être caméléon comme on veut, rencontrer les autres, se contextualiser avec les autres, apprendre diverses cultures, faire un mélange de tout ça, et puis finalement rencontrer l'autre, rencontrer les altérités qui ont été dominées, qui ont été exclues, etc., etc. Et par rapport à ces grands récits de légitimation qui sont, si on veut, relié à l'histoire, une histoire contrôlée par une idéologie ou par un État, lui, ce que produit l'écrivain Bill Schaumburger et ce que produit son narrateur quand il écrit des textes dans les nouvelles, c'est une mémoire et non pas une histoire. C'est la mémoire de la souffrance de tous ceux qui ont été rejetés par les histoires nationales enracinantes et identitaires, que ce soit le grand récit de légitimation coloniale ou le récit de légitimation de la décolonisation. Bon, même chose si vous voulez, valorisation du caméléon dans La Logeuse de Éric Dupont. Si vous avez lu Éric Dupont, La Logeuse, il y a un écrivain québécois, livre publié en 2007, c'est l'histoire d'une petite Gaspésienne qui vit dans un petit village de Gaspésie où se trouvent répandus deux types d'idéologies qui vont ensemble, le grand mythe national de Jeanne d'Arc et de la permanence des traditions, mêlé au petit village contemporain des années 80, qui est contrôlé par une syndicalisation marxiste à outrance, qui essaye de figer les gens dans le village et les empêcher de sortir, comme ont fait la plupart des marxistes sur la planète. Donc, vous avez là, face à ces deux récits de légitimation, Jeanne d'Arc et le marxisme, Rosa, qui finalement file, s'enfuit, avant d'être assassinée par les marxo-syndicaux du village gaspésien, et s'en va à Montréal, où elle rencontre finalement toutes sortes de gens multiculturels, dont des danseuses, les filles de Staline, qui font une danse striptease qui se moque du grand récit de légitimation marxiste, tandis qu'elle se moque en même temps du grand récit de légitimation québécois national traditionnaliste, de la langue, la religion, etc., etc. Donc vous voyez que là aussi, et à travers cela, elle s'engage dans une espèce de rencontre individuelle dans toutes sortes de cultures qui la transforment, on peut dire, non pas en agent, en représentante d'un récit de légitimation, d'une culture particulière, mais comme quelqu'un qui est capable de s'insérer dans différents contextes pour partager le bonheur et le malheur de tous ceux qui ont été exclus sur la planète et qui se retrouvent plus ou moins par hasard comme immigrants à Montréal ou ailleurs. Bien. Prenons maintenant les exemples encore plus évidents. Yann Martel, La vie de Pi, par exemple, l'histoire de Pi, Life of Pi, le grand best-seller que vous connaissez, de cet écrivain montréalais francophone qui écrit en anglais et qui a obtenu le Booker Prize et la consécration dans les aéroports comme livre best-seller depuis des années. Je veux dire, si on est caméléon, c'est bien dans un aéroport. Hein. Et justement, que dit le personnage Piscine Patel dans ce roman La vie de Pi? Il dit, bien moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être bouddhiste, chrétien et musulman. Parce que tout ça, c'est intéressant.
Bon, alors évidemment, ça fait plaisir ni aux prêtres, ni aux moines, ni à l'imam. Mais, bon, ça fait rien. Il est, lui, dans l'hyper-caméléonnage, et si vous lisez toute l'histoire de la vie de Pi, l'histoire de Pi, vous vous rendez compte que Piscine, qu'est-ce qu'il arrive à Piscine? Piscine, c'est une famille de gens en Inde qui possèdent un zoo. Puis un jour, ils sont tannés du zoo, donc ils décident d'émigrer au Canada. Bon, alors ils emmènent un certain nombre d'animaux sur le bateau, mais le bateau coule. Il reste sur le radeau, Piscine, un tigre, une hyène, un zèbre, puis je sais pas quoi. Alors la hyène mange le zèbre, le tigre mange la hyène, il reste Piscine et le tigre. Ok? Donc là, évidemment, vous êtes face à l'altérité totale. Là. Il faut contrôler l'instinct territorial du tigre. L'instinct territorial du tigre, c'est quoi l'instinct territorial? C'est, par similarité, c'est la même chose que l'instinct territorial d'un État-nation. Hein? Avec des frontières et des barrières. Et la volonté de construire une culture homogène. Donc, Piscine contrôle l'instinct territorial du tigre en se présentant comme plus dominant que le tigre. On sait très bien que les animaux marchent par les conduites de dominance. En même temps, il comprend le tigre, bien sûr, parce qu'il a vécu dans un zoo. En même temps, il est un humain, et lui, évidemment, son but, ça serait d'éliminer le tigre de ce radeau, comme cela se passe quand on veut éliminer un concurrent. Mais il n'élimine pas le tigre. Donc, ils arrivent, il y a une île flottante, ils pourraient abandonner le tigre sur l'île, ils ne l'abandonnent pas. Donc, finalement, il est capable de contrôler le tigre et en même temps de jouer de ses codes humains pour aboutir à ce qu'ils arrivent ensemble au Mexique et le tigre s'en va et lui il va à l'hôpital. Si vous voulez, il y a dans cette domestication du tigre la capacité d'être un caméléon. Il est caméléon face au tigre parce qu'il a compris les codes du tigre, en plus de connaître ses codes à lui et de savoir que ces codes à lui peuvent aller vers l'élimination ou bien au contraire vers la reconnaissance d'une certaine altérité intéressante. Donc vous avez un personnage qui est dans les codes de dominance comme dans les codes de concurrence et il est capable de gérer deux cultures, la culture du tigre, la culture humaine. Vous avez là un exemple, sans qu'on parle de caméléon directement, vous avez un exemple du caméléonnage dans les textes littéraires contemporains. Au lieu de tuer l'adversaire, de l'exclure, on l'aide finalement à se sortir d'une situation difficile et finalement on aboutit dans le nouveau monde, le tigre au Mexique, Piscine au Mexique puis au Canada, et au Canada il s'intègre à une collectivité multiculturelle à Toronto, ce qui prouve bien qu'il est constamment en train de caméléonner, de rencontrer l'autre dans des dynamiques transculturelles. Vous avez aussi Douglas Coupland, qui est un écrivain canadien-anglais, The Gum Thief, où on voit à peu près la même chose, où il dit un personnage, il dit par exemple, eh bien, ouais, il y a les créationnistes, et puis il y a les darwinistes. Bon, les créationnistes disent que le monde a été construit il n'y a pas longtemps, il y a quelques milliers d'années, c'est ce que dit la Bible. Les darwinistes disent que ça fait des millions d'années que le monde est monde et évolue. Et puis il dit il y a le clonage aussi. Puis il y a plein de gens qui sont contre le clonage. Il dit tout ça c'est idiot, parce que il n'y a pas de contradiction là entre le créationnisme, le darwinisme et le clonage. Il dit Dieu, il a construit les originaux. Après, il a laissé tout ça aller tout seul, c'est Darwin. Et puis de nos jours, maintenant, on sait comment tout ça fonctionne. On se clone et s'autoclone. Donc vous voyez là aussi des modes de pensée qui remettent en question ce qui est présenté comme contradictoire pour finalement essayer de rendre compte d'un contradictoire qui est en fait complémentaire dans une optique caméléone. C'est-à-dire que le caméléonnage remet en question les a priori de base de
certaines cultures ou de certains codes idéologiques, pour les déplacer, pour les transformer et changer la culture des lecteurs et changer la culture des gens. À la fin de l'histoire de Pi de Yann Martel, on voit aussi que il est à l'hôpital au Mexique et il y a les assureurs japonais qui viennent le voir pour le dédommager de ce naufrage. Alors les assureurs japonais, ils leur racontent l'histoire, ils disent « Oh, vous savez, c'était terrible, j'étais sur un radeau avec un tigre pendant 300 jours. » Alors les assureurs japonais, ils ne le croient évidemment pas. C'est pas possible de survivre avec un tigre pendant 300 jours. Alors il leur dit « Bon, c'est pas compliqué. Vous voulez une histoire qui corresponde à vos stéréotypes? Je vais vous la raconter. C'est l'histoire de tous les États-nations, de toutes les guerres des êtres humains. Il y avait sur le radeau, il y avait le cuisinier, ma mère et moi. Ok, on avait faim. Le cuisinier a tué ma mère, on l'a mangé. Puis après, j'ai tué le cuisinier, puis je l'ai mangé. Vous aimez ça, là? Alors les Japonais, ça correspond plus à l'état du monde, n'est-ce pas, où il y a des guerres, des génocides, des assassinats, partout, depuis les siècles des siècles. Il suffit de regarder de la Bible jusqu'à nos jours. Donc, il leur donne le récit stéréotypé qu'ils connaissent, puisqu'ils ne veulent pas de l'autre. Il leur demande, mais finalement, quel est le récit que vous préférez? Celui avec les animaux ou l'autre? Alors ils disent, on préfère celui avec les animaux. Ah bon, c'est votre affaire. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que, pour toucher la prime, entre autres, eh bien, il caméléonne. Un récit vous convient pas? Je vous en raconte un autre. Ça ne va pas dans votre culture? Je vous en donne un qui va dans votre culture. Dany Laferrière, vous avez lu Dany Laferrière? Je suis un écrivain japonais. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, eh bien, si c'est un japonais qui me lit, je suis un écrivain japonais. Si c'est un Canadien, je suis un écrivain canadien. Quand on lui demande, êtes-vous un écrivain haïtien, canadien ou français? Il dit, ça dépend de mon lecteur. C'est-à-dire que le caméléonnage, ça met en scène le fait que la lecture n'est pas de chercher, comme le disaient les instituteurs autrefois, de chercher le vrai sens d'un texte, mais la lecture est une production de signification à partir d'un décodage, et on peut le vérifier très bien. Prenez un livre que vous avez lu à 20 ans, relisez-le à 50 ans, si vous avez mis des notes et souligné des choses. Vous vous demanderez pourquoi vous avez souligné ça. Est-ce que ça veut dire quelles sont ces notes là? C'est pas du tout la même chose qui vous intéresse à 20 ans et à 50 ans. Donc le livre n'a absolument pas la même signification. Donc je suis un écrivain japonais, je suis un caméléon, je suis en processus de changement, etc., etc. Comme dit Dany Laferrière. Bon, avant de conclure, j'aimerais souligner que ce caméléonnage littéraire positif, lié à la mondialisation, au transculturel, à la remise en question des canons littéraires historiques, etc., se manifeste aussi à travers le temps. Parce qu'il y a toute une catégorie de livres qui jouent de la réincarnation. Je vous ai donné un livre gratuit, là, hein, dont le titre est Réincarnation, c'est pas pour rien. Hein. Mais c'est que le caméléonnage à travers le temps, il se passe à travers la réincarnation. On prend par exemple un roman de l'écrivaine mexicaine Laura Esquivel qui s'intitule La ley de la mort, la loi de l'amour. Et vous avez en parallèle dans ce roman l'histoire du Mexique officielle et l'histoire réécrite par Laura Esquivel, où on voit la femme autochtone violée par le colonisateur qui devient réincarnée, un homme autochtone avec une femme blanche qui revient après comme etc., etc. Donc à travers les changements de sexe, à travers les changements de race, d'ethnie, vous avez l'exploration, le caméléonnage, l'exploration dans le corps même de l'autre, des souffrances provoquées par l'exclusion.
Et c'est ce que pose finalement Laura Esquivel en contrepoint au récit historique de l'histoire officielle nationale du Mexique, qui valorise une hybridité qui est en fait un métissage, qui en fait exclut ceux qui ne sont pas métissés, c'est-à-dire tous les autochtones. Et vous avez la même chose aussi dans Yann Martel, un autre roman de Yann Martel, Self, où on voit que le personnage homme devient femme à un moment, a des règles comme une vraie femme, et se fait violer comme une vraie femme aussi, et devient homme, etc., etc. C'est-à-dire, il redevient homme. C'est-à-dire qu'à travers le caméléonnage du corps physique se vit l'exclusion, la souffrance, intègre la souffrance, on devient l'autre. En soi, on devient l'autre. L'autre devient soi et soi devient l'autre, comme le dit Emmanuel Lévinas, par exemple. C'est une manière, ce type de réincarnation, et cette réincarnation à travers des ethnies différentes, des genres différents, c'est une manière de vivre l'exclusion de l'autre par les codes idéologiques ou les codes nationaux ou les codes culturels qui rejettent la diversité, qui rejettent l'autre dans sa différence. Bon, en conclusion, alors l'éthique du caméléon, puisque c'était le titre, l'éthique, que fait l'éthique là-dedans? Mais l'éthique, c'est assez clair dans ce que j'ai dit. Pourquoi est-ce qu'on est caméléon? Reprenons Piscine Patel dans l'histoire de Pi. Il dit « Je veux être bouddhiste, chrétien et musulman ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne trouve pas de vérité avec un grand V, ni dans le christianisme, ni dans le bouddhisme, ni dans l'islam. Autrement dit, l'éthique du caméléon, c'est de dire il n'y a pas de vérité que les hommes puissent définir. Par contre, il y a des mensonges qu'on peut indiquer en tant que caméléon. Et le mensonge qu'on peut indiquer, c'est celui de ceux qui disent qu'il y a une vérité qu'ils peuvent dire. Parce que à travers cette vérité qu'ils peuvent dire, ils se permettent d'exclure les autres. Donc, l'éthique du caméléon, c'est de dénoncer le contrôle de la vérité par un groupe et de finalement affirmer qu'il faut tenir compte beaucoup plus des souffrances de l'exclusion et reconnaître les altérités face à tous les discours idéologiques, officiels, culturels et autres. Bien, je m'arrête là et si vous voulez faire des commentaires ou poser des questions, vous êtes les bienvenus. Merci. Patrick, merci pour ta conférence, elle est très, très intéressante. Ok. Pendant presque toute ta description du caméléonnage, n'est-ce pas, littéraire, l'image m'est revenue tout le temps d'un auteur que je ne sais pas s'il utilise le mot, mais que je voudrais te demander bien si tu ne trouves pas que c'est un exemple presque paradigmatique, exemplaire, que c'est la littérature complète presque de Jorge Luis Borges. Non? Oui. Par exemple, comme il joue, à un moment donné, quand tu parlais de Denis Laferrière, il disait, Borges a écrit sur les classiques, il a écrit des choses très très belles. Il a dit, si je pouvais lire ces textes maintenant, comme il sera lu d'ici à 40 ans, je saurais comment sera la littérature du futur. N'est-ce pas? Oui. Et c'est une avance incroyable sur toutes les théories de la réception, tout ça. Et finalement, on dit normalement que lui n'est pas idéologique, il n'est pas politique. C'est absolument une absurdité. Je ne trouve un écrivain plus politique, dans le sens le plus intéressant de la police, de la ville, de la façon de vivre, de l'éthique, que Borges. Seulement un exemple, je ne sais pas si tu te souviens, dans un texte qui a un titre comme ceux de Borges, très petit, qui ne dit rien, s'appelle Deux livres. C'est apparemment un compte rendu, mais c'est beaucoup plus. Il raconte comme pendant la guerre, la Deuxième Guerre,
il a été invité à une conférence, enfin une réunion, contre l'antisémitisme. Et il dit, en citant Mark Twain, j'ai accepté immédiatement parce que j'ai pensé comme Mark Twain que tout le monde est à peu près égal, il n'y a rien de pire qu'un être humain. On pourrait être pire qu'un être humain. Donc pourquoi faire des différences? Et à un moment donné de la réunion, il dit, quand les gens sont en train de dire que le juif allemand serait supérieur aux Allemands non juifs, il dit, mais arrêtez, ça c'est exactement l'idéologie qu'on est venu ici attaquer. Ne crois-tu pas que peut-être ce que tu appelles le caméléonnage, ça sert une espèce d'antidote de défense contre les idéologies de la pureté? Toute idéologie de la pureté, de fixe, n'est-ce pas, a la menace de devenir un dogma, comme tu as dit, contre, n'est-ce pas, les droits des autres, de marginalisés, etc. Et Borges, dans ce sens, je crois, c'est un auteur fortement politique, parce que toute sa littérature, ses récits, sont de quelque façon contre cette pureté, cette orthodoxie, n'est-ce pas, les classiques, la haute littérature, là-bas. Je sais pas, je suis tout à fait d'accord avec toi, puis on le voit même dans un conte comme Pierre Ménard, auteur de Don Quichotte, où on essaye de plagier mot pour mot le Don Quichotte, et puis en fait, ça c'est un autre texte. C'est un autre texte parce qu'on le lit d'une manière complètement différente, quelques siècles plus tard, etc., etc. Ça revient à ce que tu as dit au début de ton intervention. Alors je suis tout à fait d'accord, il y a des auteurs qui ont indiqué la voie du caméléonnage depuis pas mal longtemps. C'est juste. La parole est à vous si vous avez des questions. Non, mais je vais m'en permettre une dans ce cas-là. Je vais prendre ma feuille parce que je sais pas laquelle choisir. En fait, vous avez partiellement répondu à la fin quand vous êtes revenu sur la question de l'éthique, puisque je m'interrogeais, tout au long de votre conférence, pourquoi cette posture du caméléon, pourquoi tenter de vivre l'altérité de l'autre? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle un auteur choisirait d'embrasser cette posture? Mais puisque vous y avez répondu partiellement, je vais plutôt tenter d'amener la discussion ailleurs, c'est-à-dire comment on reçoit le caméléon. Ça m'a beaucoup intéressé que vous parliez de Yann Martel, de Dany Laferrière, puisque si on prend l'exemple de Yann Martel, il y a Victor Lévy-Beaulieu qui l'a justement traité de traître, puisqu'il a choisi d'écrire en anglais. Donc là, vous avez parlé beaucoup du caméléon qui était perçu comme un traître. J'ai l'impression que cette image-là est vraiment très parlante pour la question, c'est-à-dire que pour Victor Lévy-Beaulieu, c'était un acte de traîtrise envers la nation et la belle littérature québécoise que de choisir d'écrire en anglais. Mais là, à ce moment-là, si on retourne dans la biographie, on se rend compte que Yann Martel est né non seulement est né à l'extérieur du Québec, c'est-à-dire en Espagne, qu'il a à peu près jamais habité au Québec, étudié, je crois, en Angleterre. Il habite maintenant en Saskatchewan avec sa femme. Il publie à Londres et à Toronto et à New York. Donc, comment on reçoit cette espèce de posture qui j'ai l'impression, qui est dérangeante, du caméléon littéraire? Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça un peu. Le caméléon littéraire est dérangeant pour les gens qui sont nationalistes. C'est clair, Victor Lévy-Beaulieu est nationaliste, c'est dérangeant. Je soulignerai toutefois que Yann Martel a publié en anglais, pour des raisons que je ne connais pas vraiment, mais étant donné que son roman en anglais est devenu un best-seller et a reçu le Booker Prize, c'est quand même extraordinaire qu'un francophone repensait à Gaston Miron, qui n'arrêtait pas de dire que parce qu'on est francophone, on vend 300 exemplaires, parce qu'il n'y a pas de marché, etc., etc. Il a publié en anglais, ce qui lui a, c'est un francophone, anglophone, hispanophone aussi, disons c'est un Montréalais quand même, qui a publié en anglais et qui a vendu des millions d'exemplaires, qui a pénétré le centre de la consécration littéraire qui est le Booker Prize, ce qui lui a permis de vendre des centaines de milliers d'exemplaires en français. Le livre a été traduit en français par ses parents. Bon, il a vendu des centaines de milliers d'exemplaires en français. Alors,
Qu'est-ce que ça veut dire, le nationalisme en rapport avec la littérature et dans le contexte de la mondialisation? Hein? C'est plutôt comme ça qu'il faut penser tout ça, là, d'un certain point de vue. Donc, le fait qu'il ait eu cette reconnaissance a fait qu'il a vendu tous ces livres-là et qu'il est un des plus grands vendeurs en français du Québec. J'ai l'impression que, si on prend ce que vous venez de dire, le caméléon s'intéresse très peu ou pas du tout, en fait, à toute la question de la littérature nationale, finalement. Puisque les jeux qu'on retrouve, parce que moi j'ai l'impression, en fait, peut-être que vous allez me contredire, mais que c'est une posture qui est très ludique, celle du caméléon. Et puis, ça me donne l'impression que le jeu, finalement, sur l'identité, sur la langue, sur l'histoire, sur le genre et tout ça, vient pervertir ces questions-là. Puis les questions nationalistes, mais les questions génériques aussi. Si on reste avec Yann Martel, son dernier livre, je sais plus le titre, là, c'est Deux noms de personnes, enfin. Béatrice. Ouais, ce truc. Béatrice et Virgile, merci, qui est une espèce d'hybride entre le roman, la pièce de théâtre, l'essai, l'autobiographie, mais on sait pas trop, l'autofiction peut-être, et puis il y a une réflexion justement sur cette hybridité-là à l'intérieur même du roman, là je dis roman, mais c'est entendre dans son sens large, lorsque le personnage va parler du fait justement que ses éditeurs étaient pas certains de vouloir publier le livre en l'état, donc lui il avait suggéré un truc tête bêche avec un début et une fin au milieu, etc. Mais ça transcende la question de la littérature nationale, il me semble, à ce moment-là. C'est pas ça qui est important, en fait, de savoir par exemple, est-ce que Dany Laferrière est français, canadien, québécois, haïtien, japonais, même, à la limite. Exact. La littérature a été enrôlée dans le support de l'Église au Moyen-Âge. Elle a été enrôlée dans le support de l'État-nation au XIXe et au XXe siècle. Mais elle n'a rien à faire avec tout ça. On peut la lire comme ça. Je suis un écrivain japonais, je peux lire la littérature comme étant catholique ou étant nationaliste, etc., etc. Mais elle n'a rien à faire de spécial avec l'État-nation, ni avec la religion, ni avec la politique, au sens d'un dogme politique. Mais on peut la lire comme ça. Je suis un écrivain japonais, je suis un écrivain nationaliste, je suis un lecteur nationaliste, je suis un lecteur, etc., etc. Et vous allez découvrir un certain nombre de choses qui vont justifier ce que vous voulez trouver, bien sûr. Mais la littérature, dans le contexte de la localisation, de la mondialisation, finalement, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec d'autres lecteurs, avec d'autres écrivains morts, avec d'autres écrivains présents, avec d'autres. C'est la rencontre. La rencontre comme fascination, rejet, etc., etc. C'est ça avant tout. Elle s'inscrit dans la logique, dans la légitimation des déplacements géographiques, culturels, etc. Bon. Deuxièmement, je pourrais répondre d'une autre manière encore et vous dire, la littérature, elle a un gros avantage. Elle sert à rien. C'est très positif, ça. Essayez de trouver quelque chose qui sert à rien de nos jours, là. C'est fatigant, mais c'est pas facile à trouver. Hein. Est-ce qu'il faut se servir à quelque chose? Dirait-on dans un instrumentalisme constant, là? Jocelyne Saucier, Il pleut des oiseaux. Vous avez lu Jocelyne Saucier, Il pleut des oiseaux? Mais alors, mais que lisez-vous? Je pose ça à la télévision, pas à vous. Bon, alors, elle me répond pas. Alors, Jocelyne Saucier, Il pleut des oiseaux. Allez lire ça, là. C'est une écrivaine franco-ontarienne qui a publié à Montréal. Elle a reçu un prix en France et elle passe sur les télés, là, un peu partout, là. Bon, c'est l'histoire de quoi? Les grands feux dans le nord d'Ontario.
puis des gens, des drop-out qui sont perdus dans la forêt, puis qui veulent rien savoir de la planète. Là. Ils veulent servir à rien aux autres. Alors, il y a le caméléon là, qui passe à travers les États-nations. Le zoo, c'est la carte de, c'est un atlas, un zoo. Hein. Il y a les Allemands tigres là, les Uruguayens girafes là, les Péruviens guanacos là, etc., etc. Les coqs français là, bon, tout ce qu'on veut là. Hein. Bon, donc, vous avez ça. Alors, passer à travers, le caméléon, il passe à travers le bouddhisme, l'islam, le christianisme, les États-nations, etc. Il passe à travers tout ça. Bon, c'est-à-dire qu'il pénètre tous les centres de décision et de pouvoir, mais n'en reconnaît aucun. Mais il est intégré dans la dynamique globalisante. Puis vous avez les hobos de la forêt de Il pleut les oiseaux, là, de Madame Saucier. Ben, eux, c'est les drop-out totaux, là. Ils sont dans la forêt, dans leur cabane, 12 mois par an, ils veulent voir personne. Alors, ça se complète quelque part. Bon, voilà un autre type de roman qui est présent, là aussi. Oui. Je veux savoir si la traduction en soi Une sorte de... caméléon. Oui, on peut dire d'un certain point de vue, en effet, on peut dire que la traduction, c'est, si on est vraiment intéressé et pris là-dedans, oui, c'est essayer d'intégrer l'autre et de véritablement comprendre l'autre et de vivre la création de l'autre. Oui, certainement, oui. Nicole Brossard, qui collabore avec des auteurs anglophones et qui réécrit ses textes après qu'ils aient été traduits, etc., c'est un bon exemple. Dans le même ordre d'idée, situe l'intertextualité, est-ce que ça devient une pratique d'écriture du caméléon, de la part de l'auteur, si c'est... Oui. Ben, c'est-à-dire, il y a beaucoup d'intertextualité dans tous ces textes-là, c'est très clair. La vie de Pi, Boissier Scliar, Maxence de Katz, hein, il le cite au début de son roman. Il y a des intertextes un peu partout, grands et moins grands, ça peut être des phrases, etc. Mais c'est surtout aussi la position du lecteur. Hein, parce que l'histoire de Pi, plus qu'un roman, c'est peut-être une parabole. Hein, cette histoire de dérive sur l'océan, là. Bon, la Bible, on la lit. Les chrétiens orthodoxes, les catholiques, les protestants, les juifs ne lisent pas la Bible de la même manière. Hein. Bon, ok. Donc, il y a dans ce caméléonnage le fait qu'on donne la liberté au lecteur de produire les significations que le lecteur produit, pour revenir à Umberto Eco dans le pendule de Foucault, sont des significations écrites dans les marges, mais les marges, c'est-à-dire les lectures, sont aussi pertinentes que le texte. Donc on a une légitimation du lecteur qui produit des stéréotypes, certainement, à partir d'un texte, pour essayer de le comprendre, mais qui, s'il fait un peu un effort, ou s'il commence à jouir du texte, ne produit peut-être plus des stéréotypes, mais commence à produire des idées nouvelles. Est-ce que c'est conforme à ce que l'auteur voulait dire? Ça n'a pas d'importance, parce que l'auteur, il voulait dire beaucoup de choses. Et je me demande, pour revenir donc à la question nationale, si finalement il n'y a pas un choc parfois entre ces catégories analytiques, ces
catégories analytiques qui sont les nôtres, c'est-à-dire ceux qui faisons de nos vies des vies analytiques, versus l'écrivain que ça ne concerne pas. En fait, je suis toujours fascinée quand un journaliste demande à Dany Laferrière, êtes-vous un écrivain de l'admiration? C'est pas son affaire, ça concerne des analystes qui réfléchissent à ces questions-là. Tu disais le mot ludique tantôt, je me dis c'est une autre façon d'être ludique aussi. Ce qu'on fait, c'est fondamentalement ludique, de se dire il y a une éthique du caméléon, voilà, je vais m'intéresser à une catégorie d'écrivains. Puis après ça, on va plaquer ça, on va poser des questions à des auteurs qui, eux, sont complètement ailleurs, dans un autre paradigme. C'est exact. C'est exact. La plupart des questions qu'on pose à Dany Laferrière, ben, c'est intéressant. Mais il n'est pas là, non? Non, c'est ça. Oui, tout à fait d'accord. N'oublions pas que les questions posées dans les médias sont des questions répétitives, ultra stéréotypées, etc., etc. Ils tentent d'évacuer le texte, en fait. Hein? Alors, c'est quoi l'histoire de la vie de l'auteur, etc., etc. On tend à évacuer le texte sous la vie de l'auteur, sous une identification à une racine quelconque, il est plus nostalgique de Haïti ou pas, etc., etc. J'avais d'ailleurs, je l'ai retrouvée, je la cherchais tantôt, j'ai une citation entendue de Dany Laferrière cet été au correspondant d'Isman que j'avais notée, qui va tout à fait en sens de ce que vous dites. Il a dit, les gens qui disent qu'ils sont terre à terre, ils ne savent pas que ce qu'ils pensent de la vie, c'est leur propre fiction. Je trouvais que ça allait tout à fait dans le même sens que votre propos. Mais je trouve ça super séduisant en plus cette idée-là de non-instrumentalisation de la littérature, parce qu'au final, ce que vous avez dit tout à l'heure, ce que votre conférence voulait dire, c'est que, bon, enfin, ce que moi j'en retire, parce que on n'ira pas dans les intentions d'auteur, mais c'est que le livre, c'est le paradigme par excellence du caméléon finalement, puisque ben si on revient à Eco, la coopération interprétative et tout le reste, ce qui est écrit dans les marges, comme vous l'avez exprimé, ben c'est le lecteur qui fait le sens du livre après, puis même si je sais pas, je suis pas pour un retour au structuralisme qui a tout jeté en même temps, le bébé, l'eau du bain, puis l'auteur et tout ça en même temps, mais c'est vrai que ça m'importe peu au final en tant que lecteur, puis là je vais parler de mon expérience très personnelle, mais quand je lis Dany Laferrière, c'est exactement ce que Catherine disait, j'ai pas à l'esprit, est-ce que je suis en train de lire un livre, un roman haïtien, un roman québécois, un roman canadien, un roman français, c'est pas la question qu'on se pose. Je pense que c'est possible quand même qu'il y ait certains auteurs pour qui la littérature est instrumentale. Ah oui. Inévitablement, il va toujours en avoir des gens qui sont portés par un projet qui tente d'inscrire dans le texte, mais après on peut recevoir l'œuvre à peu près n'importe comment, surtout si on n'a pas d'a priori quand on entre dans cette œuvre-là. Et puis, je trouve que c'est extrêmement séduisant, cette image du caméléon, pour parler non seulement de la littérature contemporaine, mais de la littérature en général. Le livre est un caméléon, le lecteur est un caméléon, l'auteur est un caméléon. Il suffit d'embrasser cette posture-là pour profiter pleinement du texte. Embrasser le caméléon. Ouais, ben là, peut-être pas, à moins qu'il se transforme en quelque chose après, je sais pas. Les contes de fées nous l'ont pas dit, mais je trouve ça quand même assez intéressant. Comme image, le caméléon me semble super performatif. Pour parler de l'instrumentalisation de la littérature, tu as un bel exemple. Tu as Jacques Ferron qui publie La Nuit, qui est un livre splendide, un petit roman splendide, La Nuit de Jacques Ferron, et il réécrit, il double, triple les pages quelques années après, et il transforme ça en Les Confitures de Coin, qui est devenu un espèce de magma politicard absolument terrible, où tout le ludique, le surréel, etc., s'est perdu complètement dans le discours politique. Bon, on a bien le droit de le faire, je veux dire, mais c'est intéressant de comparer les deux. Le même auteur qui réécrit son texte et qui, selon moi, produit un texte complètement ennuyeux après, parce que, évidemment, c'est quasiment un pamphlet politique caricatural, bien sûr pour l'indépendance. Bon, c'est ça. Alors là, il a instrumentalisé son écriture. On a bien le droit de le faire. Mais le plaisir du texte n'est plus là.
Et puis il me semble qu'il y a davantage d'interprétations possibles quand c'est pas inscrit dans le texte, justement. Et puis tout à l'heure, vous avez parlé de la logeuse, ce qui m'a beaucoup plu, puisque, entre autres, ça fait partie de mon corpus de thèse, mais justement, j'ai déjà présenté pour la petite histoire une conférence dans un colloque où je parlais de la logeuse, et puis après, à la fin, j'ai une question qui était très bien intentionnée, mais on m'a demandé après, tout ce que vous venez de dire, est-ce que ce serait pas possible de lire la logeuse comme étant une allégorie? Et puis, cette personne-là en particulier avait lu le roman comme étant bon une allégorie du Québec, avec les grandes oies blanches qui passent au-dessus de la rue Saint-Denis, à un certain moment donné, je sais plus si c'est Saint-Denis ou Saint-Laurent. Enfin, le voilier d'oies blanches qui laisse les plumes tomber, Rosa qui danse, le vent d'ouest s'est levé, tout ça, après qu'elle ait décapité Jeanne d'Arc, qu'elle ait jeté sa tête dans le fleuve. Puis là, je viens peut-être de révéler le punch final, mais en fait, ça vaut la peine d'aller le lire quand même. Mais oui, c'est possible de lire l'allégorie. J'ai l'impression qu'il y a encore plus de niveau de lecture quand c'est pas inscrit directement dans le texte. Et puis les textes dont vous avez parlé sont à peu près tous super emblématiques de cette possibilité d'interprétative-là. L'histoire de Pi, tous les romans latino-américains du boom des années 60, bien sûr qu'on peut lire La Maison aux Esprits, il s'appelle Allende, comme étant ce que c'est en fait dans le texte, un truc très politique sur la dictature de Pinochet, mais il y a tellement d'autres niveaux à l'intérieur qu'il me semble que ces textes-là, Caméléon, sont et puis là, c'est une opinion très grossière que je vais exprimer, mais sont meilleurs que les textes instrumentaux. Je sais pas. Je me permets, là, parce que Je c'est suis d'accord avec toi. Ouais. Tout à fait. Je pense d'ailleurs que c'est des textes sur lesquels tu n'as pas à t'inquiéter de révéler le punch. Parce que Ouais. l'intérêt est jamais dans le punch quand un texte est riche. C'est pas. Exactement. Tout est ailleurs. En fait. Ouais, c'est pas comme de révéler que je sais plus quel personnage meurt dans le 6e Harry Potter. Oui. T'étais pas rendu là, je suis désolé. Je sais même plus c'est lequel. Mais bon. D'autres interventions? Oui, j'aurais juste une question. Vous mentionnez que le caméléonnage est une rencontre avec l'autre. Donc, le livre est une façon de rencontrer l'autre, en fait. D'après ce que je comprends, ce serait une rencontre unidirectionnelle. Unidirectionnelle, c'est-à-dire C'est-à-dire que, ou du moins, peut-être le pacte transculturel qui est sous-jacent à ça serait que si je vous rencontre en faisant le caméléon, je prends la couleur de l'autre. oui. Oui. Donc, l'autre ne me rencontre pas nécessairement. Est-ce que ça ne vient pas jouer à ce moment-là? Donc, si on reste dans le monde littéraire, donc je comprends la démarche transculturelle, ou du moins même transdisciplinaire qui pourrait être à l'intérieur. Mais du point de vue du lecteur, ce serait... Donc, la rencontre est unidirectionnelle dans ce sens-là, mais le lecteur, pour lui, ça vient jouer avec presque le mythe de Narcisse, où je viens voir ce que je veux voir, et ce que j'aime voir, et ce que j'aime voir en général est souvent moi-même. Ah oui, oui, non, mais c'est face à un texte littéraire, il est bien certain que dans ce cas-là, le lecteur a une position, en effet, où il va peut-être projeter ses stéréotypes. Le lecteur japonais, et comme dit Dany Laferrière, je suis un écrivain japonais, je vais être lu à travers un code culturel qui est, par exemple, du mâle japonais de 60 ans, etc., qui sera peut-être différent de la jeune fille japonaise de 20 ans, etc., etc. Il va y avoir là des couches de stéréotypes qui vont faire que le lecteur ou la lectrice va produire des significations et pas d'autres, et qu'il y en a qui sont impossibles à produire, en effet, à partir d'un texte. C'est exact. Cependant, à partir du moment où le texte devient vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'il a un impact sur le lecteur, à ce moment-là, un impact émotionnel, intellectuel ou ce qu'on veut, à ce moment-là, on commence à produire des significations qui ne sont plus uniquement liées à des stéréotypes culturels. Et là, on n'est plus dans le narcissisme. On est pour communiquer avec mon collègue Fernand Barthes dans le processus d'interprétance peircien. On produit des significations nouvelles à partir de significations nouvelles et on n'arrête pas aux stéréotypes. Hein?
Bon, alors, c'est ça, mais pour être efficacement caméléon, il faut qu'il y ait une rencontre qui se fasse, une émotion, un coup de foudre, un appel, c'est-à-dire je parle de textes que j'aime, qui m'ont fait quelque chose et qui font que je peux les lire de plusieurs manières, je les ai lus de plusieurs manières. C'est ça. Alors la même chose, si c'est une rencontre avec une personne, on s'adapte à cette personne, au caméléonnage, à sa culture, etc. Et peut-être à un moment donné, il y a plus que ça qui se passe. Et là, l'autre aussi commence à caméléonner et à nous rencontrer. Là. Hein? C'est le transculturel, c'est ça en fait. Si le multiculturel traditionnel, bureaucratique, ça serait de statifier les gens dans une posture ethnique liée à des origines, le transculturel, c'est véritablement de jouer la rencontre. La rencontre, beaucoup plus, donc la rencontre des gens, la rencontre des personnages, de voir dans les romans comment les personnages se rencontrent et comment le lecteur rencontre le texte. Donc beaucoup plus que de s'intéresser à l'intrigue et au punch, qui repose sur des enchaînements d'actions cause et conséquences, ce qui est intéressant dans le caméléonnage, c'est la rencontre. Ben, il me semble que, c'est un peu pour reprendre ce que vous dites, mais dans le fond, dans le texte, il y a toujours caméléonnage, parce que autant les personnages, l'auteur joue le jeu, mais le lecteur aussi, parce que c'est un univers extérieur, et aussi la rencontre de nous. Donc forcément, le lecteur doit aussi caméléoner avec les... Oui, ce que tu dis à force, il y a toujours cela. Ce que tu dis, oui, je suis d'accord, mais prends la pédagogie d'il y a 30 ans dans les écoles, peut-être encore maintenant, certaines écoles, c'est pas ça qu'on dit aux jeunes. On dit, dites-moi ce que ça veut dire, ça. C'est quoi le sens du texte, là? C'est ça que ça veut dire, point final. Donc là, on n'est pas dans la conception du caméléonnage, on est dans la conception qu'il y a une signification à tirer d'un texte, et puis que c'est celle-là, et que évidemment c'est l'instituteur ou le prof qui la détient, point final. Hein? C'est celui qui est en position de pouvoir qui détient la signification. Il faut essayer de découvrir pour plus tard être soi-même en position de pouvoir. Ça, c'est la pédagogie traditionnelle et la conception du texte traditionnel et de l'enseignement traditionnel. Alors, ce que tu dis, ben oui, mais tu le dis parce qu'on est là, puis on est d'accord, puis tu as étudié tout ça, là. C'est pas évident pour tout le monde. Je me demande même, est-ce qu'il y a vraiment une rencontre, admettons, dans un produit très populaire? Souvent, les gens vont vers certains produits très populaires parce qu'ils vont chercher ce qu'ils s'attendent à trouver. Une courbe dramatique qu'on connaît par cœur, on peut parler des films, tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment une rencontre où finalement tu t'en vas rencontrer quelque chose que tu connais déjà? Donc, c'est ça. Puis mais ça existe tu rentres au aussi. cinéma, tu sais comment ça commence, tu sais comment ça finit, puis il y a peu de chances que ça t'aille viré à l'envers parce que ou ça t'a viré à l'envers comme tu t'attendais à être viré à l'envers. Tu sais, ça touche exactement le bouton que tu savais qu'on allait toucher. Tu sors tes Kleenex, puis tu sors, puis mais est-ce qu'il y a vraiment eu une rencontre? Je sais pas, je suis là là-dessus. Non, mais c'est juste un certain nombre de genres. C'est pour ça que j'ai bien aimé quand tu as dit on traverse les genres. Parce que à partir du moment où on se conforme à un genre, bon, harlequin, roman policier, ce que vous voulez, évidemment que là, c'est la rencontre de deux stéréotypes. Hein. On s'attend à quelque chose et on veut vivre cela et pas sortir dans le nouveau, dans l'altérité. Que l'altérité, qu'elle soit un autre récit, un autre genre, etc., etc. C'est pas pour rien que dans tous ces textes-là, on traverse les genres, parce que le genre encode un certain type de décodage, justement. Cet éclatement des genres-là, ça m'amène à repenser, avec une lunette littéraire peut-être,
la question du multiculturalisme et du transculturalisme. Je sais pas si ça vous embête que je vous amène sur... Ça m'embête Non, pas. d'accord. Donc Il je n'y a vais pas grand-chose qui m'embête. Parfait. Ben, je vais me permettre à ce moment-là J'ai passé l'âge. Ouais. Parfait. Vous avez dit tout à l'heure, bon, être caméléon, c'est pouvoir aller rencontrer l'autre. Et puis, donc, vouloir, peut-être, mais pouvoir aussi être en mesure d'aller rencontrer l'autre. Et vous avez donné comme exemple le multiculturalisme canadien. Donc, j'aimerais bien avoir votre opinion sur multiculturalisme canadien, transculturalisme, échec ou réussite. Je vais vous lancer la question comme ça, mais ça me fait penser entre autres à un essai d'un autre caméléon canadien, Neil Bissundat, qui est né à Trinidad-Tobago, qui habite dans la ville de Québec où il enseigne en français, mais qui écrit en anglais, publié lui aussi New York, Toronto, Londres, etc., et qui a écrit un livre qui s'appelle Selling Illusions. Le marché aux illusions, c'est ça, l'échec du multiculturalisme canadien. Donc là, ça avait fait tout un tollé parce que c'est le point de vue de l'immigrant, mais qui est-il pour remettre en question le beau grand rêve de Pierre Elliott Trudeau? Mais voilà, j'arrête là, puis je vous laisse avec le trouble d'enchaîner. Bien, ben c'est tout simple. Le marché aux illusions est un essai best-seller de Neil Bissundat qui critique le multiculturalisme canadien première manière. Le multiculturalisme canadien première manière, c'est de voir justement les gens qui viennent d'ailleurs comme étant marqués par une culture enracinée, traditionnelle, et qu'ils doivent conserver. C'est ça le multiculturalisme première manière. C'est ça que Neil Bissundat critique avec raison. Parce que, dit-il, ça empêche les gens, en fait, d'entrer dans un processus de rencontre des Canadiens nés au Canada ou des immigrants pas nés au Canada mais d'autres cultures, et ça les met sur la défensive et sur une voie de nostalgie plutôt que de les engager à justement rencontrer les autres et à participer activement à ce qu'ils devraient être venus chercher, c'est-à-dire une autre vie, comme c'est marqué très clairement dans la vie de Pi. Ok? Bon. Donc, à partir de cette critique-là, les fonctionnaires ont décidé de changer l'optique du multiculturalisme et d'insister beaucoup plus sur les questions qui vont permettre une meilleure intégration ou participation des gens venus d'ailleurs à la société canadienne, en mettant par exemple, en insistant moins sur le patrimoine traditionnel, en mettant par exemple des règlements qui concernent le racisme, l'exclusion, etc., etc. C'est-à-dire éviter les chocs des rencontres, beaucoup plus que d'insister sur le fait de garder le patrimoine, qui était d'ailleurs ce sur quoi insistait Lord Fitzroy entre 1935 et 1939 dans le cadre de l'Empire britannique. Alors, il y a eu des variations dans le multiculturalisme, et je pense que le multiculturalisme contemporain, tel que défini par notamment Wilkie Mika dans Multicultural Odysseys, qui inspire non seulement les fonctionnaires canadiens, mais aussi les fonctionnaires en Colombie qui ont changé la constitution colombienne pour une constitution multiculturelle, qui inspire aussi des chercheurs au Mexique, au Brésil et partout. Je pense que Wilkie Mika est très loin de ce que critiquait Neil Bissundat. En ce sens, je peux dire que le multiculturalisme tel que conçu par Wilkie Mika se rapproche un peu de quelque chose qui est transculturel. La grande différence, c'est que le transculturalisme considère que depuis le premier jour de naissance, les gens vivent la rencontre de la différence. On a généralement un père et une mère, donc des discours différents. Le discours femme et le discours homme n'est pas le même. Pour donner rapidement un exemple. Donc on est, dès le départ, dans le bidiscursif. Donc le multiculturalisme continue à insister sur la croyance qu'il y a une pureté, qu'il y a une origine pure de la culture, d'un discours. Je pense que là, le multiculturalisme fait défaut.
Et Welcome en ce sens-là, fait défaut. Parce que, personnellement, je considère, et d'autres considèrent que dans toutes les sociétés, il y a eu, je ne parle plus d'un bébé cette fois, mais dans toutes les sociétés, il y a toujours, dès le départ, rencontre avec les autres. Consciente, inconsciente, etc. Et qu'on est tous, c'est évident pour les Canadiens français, et qu'on est tous, dès le départ, polyculturels. On a tous, dans nos rencontres et dans nos ancêtres, des gens d'origine autochtone, irlandaise, française, etc., etc. Donc, les cultures, qu'elles soient québécoises ou qu'elles soient autres, sont des rencontres de cultures. Qu'il s'agisse de petits groupes autochtones qui se voient de temps en temps, ou des États-nations. De plus en plus, de nos jours, la glocalisation, c'est justement la rencontre des cultures qu'on a essayé de stopper par les États-nations, et en particulier en Europe par les États-nations génocidaires, qui ont fomenté toutes ces guerres-là, mais les rencontres culturelles comme économiques sont extrêmement importantes et constantes. Donc il n'y a pas d'origine, on ne peut pas dire, il est d'une culture, oui, il y a des dominances. Il n'y a pas de pureté ni d'authenticité. Alors ça, c'est la transculturalité par rapport au multiculturalisme. Je trouve ça très intéressant parce que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce que la littérature a à faire, par exemple, de l'expression québécois pur laine, qui me fait toujours bien rigoler de mon côté, mais c'est ce que vous venez de dire finalement, pur laine. Qu'est-ce que ça veut dire au final? Celui dont l'ancêtre est arrivé en premier? Enfin. Ça n'empêche pas qu'on peut inventer des buts à accomplir ensemble. Ça fait partie du transculturel ou du multiculturel. Le multiculturalisme, c'est beaucoup plus essayer d'inventer des buts que l'on peut atteindre ensemble dans certains contextes, qui sont eux-mêmes des contextes changeants. La question est que l'autre point important dans le caméléon, c'est qu'il intègre très clairement la valorisation du changement. Je voudrais retourner un instant à la question de la rencontre, s'il n'y a pas rencontre. Et j'ai travaillé beaucoup de temps avec le cinéma brésilien, les documentaires. Et là, Jean-Luc Godard, le fameux directeur français, disait « Les documentaires, c'est sur les autres. La fiction, c'est sur moi. » Et ça, je crois, c'est une vision très ethnocentrique, typique, n'est-ce pas, que les documentaires, depuis Nanook, qui s'est fait au Canada, que c'est le Our documentaire, le premier, c'est montrer les sauvages, l'autre maximum radical. Ce n'est pas l'autre de la différence, parce que moi aussi je suis différent, mais c'est les différents absolus, n'est-ce pas? C'est les rêves de l'homme là. Mais justement, le directeur avec lequel je travaille s'appelle Coutinho, c'est le meilleur des nouveaux cinémas brésiliens des années 60 jusqu'ici. Il oppose, et c'est intéressant parce que les Français utilisent un mot en anglais très moderne, que c'est interviewer, non, l'entretien, l'interview. Et il oppose parce qu'en portugais aussi, il y a ce mot adapté au portugais, et il dit, moi, dans mes documentaires, qui sont tous des témoignages, ce sont des dialogues, je n'utilise pas jamais l'interview, l'entretien, il utilise le mot portugais, qui c'est presque identique au mot français, espagnol, encontro, la rencontre. Et qu'est-ce que c'est la différence? Si tu vois les documentaires, n'est-ce pas? Il y a, tu sais que le Brésil, c'est le multiculturel. Il y a des Indiens, il y a des Noirs, il y a des Blancs, il y a de tout. Et l'intéressant, c'est la façon qu'il est ouvert. Je parlais d'une ouverture, n'est-ce pas? Il dit que le réalisateur, à la télé, quand un journaliste, il faut regarder ce soir, n'est-ce pas, n'importe quel journal télévisé, le journaliste qui pose une question à quelconque a déjà la réponse. N'a aucun intérêt dans l'autre. Il dit, c'est vrai que vous avez eu peur quand vous... Ah, j'ai pensé ça. Non, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'intérêt.
l'idéologie télé, c'est imposer à l'autre déjà une espèce de script que l'autre doit, ah oui, on a vraiment un témoignage très valable de ce monsieur qui n'a aucune importance et déjà oublié avant que la question soit réglée. Tandis que le documentaire qui fait partie de ton esthétique des caméléonards, je trouve ce monsieur qui est blanc, qui est marxiste, qui est de classe moyenne intellectuelle, mais qui est vraiment fabuleux en tant que réalisateur, parce qu'il parle avec ces gens-là des différentes classes sociales, différents âges, des femmes, des hommes, mais d'une façon incroyable, qui fait que, si tu regardes, j'ai eu la chance de voir les backstage, n'est-ce pas? C'est-à-dire les entretiens qui ont lieu avant le documentaire par l'équipe de ce monsieur, il n'a rien à voir avec le documentaire, parce qu'il ne veut pas rencontrer ces gens avant les documentaires. Il veut que la rencontre soit une vraie rencontre. Donc, c'est la question posée pour la première fois, et lui, il y a des fois qu'il ne sait pas quoi dire, parce que à un moment donné, il y a un monsieur qui est un chômeur, qui est très pauvre, qui était des classes moyennes, mais maintenant il est misérable, et il dit, et vous, monsieur, vous me donnerez à moi un travail? Et l'autre commence à bégayer, et il laisse ça dans le commentaire. C'est très valable ce moment-là, parce qu'il dit, je ne savais pas quoi dire. C'était un moment de totale faiblesse, non? Et ça, je trouve, c'est la rencontre. Quand on se laisse affecter par l'autre d'une façon visible, non? Il n'a pas fait une bonne figure. Mais il ne voulait pas, non plus. Il voulait savoir qu'est-ce qui va lui arriver quand il se rencontre, que c'est toujours un danger. C'est toujours un risque très grand. Et je crois que ça divise les deux façons de multi-transculturel dont tu parles au Canada. L'autre comme risque, comme une menace à mes sûretés d'être dans les biens, dans la position pure, absolue, non? La règle. Et l'autre est toujours un peu... L'autre est un risque de changer. C'est ça. Entraîner un changement. C'est ça. Exactement. Mais dans la transculturalité, il y a justement la valorisation du changement. Oui, pour revenir aux questions de documentaire, c'est très clair. Les livres aussi qu'on publiait, qu'on continue à publier, c'est toujours sur les autres. On n'explique jamais notre monde à nous. Dans un documentaire pour un groupe autochtone, on fait un livre sur des autochtones totalement autres pour nous. Bon, ça serait aussi caricatural, bien sûr, mais c'est pour dire que la caricature n'est qu'unidirectionnelle, de toute façon. Et pour entrer peut-être dans la dernière partie de cette période de questions, je vais vous demander de changer de chemise, en fait. Hein? Pas littéralement, mais Comme je veux pas retirer ma cravate, c'est pas possible. d'accord. Mais j'aimerais interroger la posture du caméléon, mais à travers votre expérience de l'écriture. Donc, non pas comme professeur d'université, mais comme écrivain. Ah, mon Dieu. Ah là, je suis pris de court. Bien, je sais pas, mon expérience de l'écriture comme écrivain, bien, qu'est-ce que je peux dire? J'écris souvent sans être conscient de ce qui va suivre. Autrement dit, il n'y a pas d'intrigue structurée au départ, j'écris quelque chose qui est de l'ordre de l'émotif, etc., etc. Et après, je laisse dormir et je retravaille 6 mois plus tard, et je travaille toujours. Tous mes livres sont des livres qui traversent les cultures, ça c'est clair. Je transite de la porte aux réincarnations. Ça se passe dans des espaces différents, le Canada, les États-Unis, le Brésil, le Paraguay, n'importe, dans tous les livres. Donc il y a des rencontres fortes entre les personnages et du ludique dans les rencontres interculturelles, si on veut. Donc c'est ça qui me fait plaisir. Et je pars là-dessus sans vraiment avoir de plan, puis je finis par construire quelque chose qui est linéaire plutôt que hypertextuel, puisque c'est ce que demandent les éditeurs. Dans ce format-là, il faut que ça soit linéaire. Mais évidemment, quand on est au niveau de la rencontre, et de l'exploration des rencontres, il est bien certain que peut-être ça serait mieux de jouer des hypertextes
c'est-à-dire de ne plus avoir ça, mais d'être dans un autre médium complètement. Enfin, vous pourrez me dire, si vous avez des choses à dire, si vous passez les 3 premières pages, là, vous le lirez jusqu'au bout, et puis vous me direz ce que vous voyez dans mon écriture. Mais il y a déjà quelque chose d'intéressant, il me semble, dans les titres seulement. C'est-à-dire que là, je parle sans avoir lu les livres, mais réincarnation, le transit à la porte, et puis le troisième. Le transit, le réel à Oui, la le porte. réel, voilà. Donc, il y a un seuil, à quelque part, qu'il faut franchir. Ouais. C'est intéressant, je sais pas, je lance ça. C'était le premier, vous avez raison, c'était le premier, le réel à la porte. Donc j'ai franchi le seuil pour aller à transit et à réincarnation. Ouais, c'est une jolie lecture. C'est une longue lecture, en fait. Je n'ai pas lu les livres. C'est intéressant, je commence à trouver ça inquiétant. Là. Mais cette posture du caméléon, on pourrait peut-être terminer là-dessus, à moins que quelqu'un veuille intervenir, mais je me permets encore une dernière question. Du point de vue de l'écriture, est-ce qu'elle est, bon, elle doit être inévitablement quand même assez elle doit être attirante pour qu'on veuille l'adopter. Donc il doit avoir une certaine ivresse de l'écriture. Oui, ça accroche l'œil et la plume. Mais est-ce qu'on se retrouve pas à un certain moment donné à être comme un sans-patrie, je sais pas, un paria, toujours sur la ligne très mince entre que ce soit les cultures, les lieux, les genres. Il y a quelque chose d'inquiétant, on l'a vu dans la discussion et dans votre conférence, il y a quelque chose d'inquiétant dans l'indéfinissable. Le caméléon étant probablement un objet quand même assez indéfinissable. Inquiétant pour les autres, mais pour soi, en tant qu'écrivain, est-ce que vous percevez... Pour moi, en tant qu'écrivain, je suis pas très inquiet, non. Non. Non, de traverser toutes sortes de choses, non. En tant qu'écrivain, non. Mais pour revenir à ta remarque, c'est certain que quand on est dans le multiple et la rencontre, c'est certain, comme on a dit, il y a un risque de changer, de transformation même. Alors, jusqu'à quel point on accepte de le vivre, c'est une chose. Mais c'est pas parce qu'on est dans le multiple qu'on se perd. C'est pas parce qu'il y a des dominances. On est toujours dans l'ordre de la dominance affective, culturelle, linguistique, éthique, etc. Et il y a aussi de l'inacceptable, bien sûr. Il y a des choses qu'on n'accepte pas. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'éthique du caméléon, c'est la rencontre, mais c'est aussi de dire qu'il y a des choses inacceptables. Ce qui est inacceptable, c'est qu'au nom de la vérité, on tue des gens, ou on exclut des gens. L'exclusion des autres est inacceptable. Donc, on ne se perd pas. Hein? Il y a certaines valeurs qui sont là. Parce que si le caméléon est la rencontre, l'exclusion de l'altérité est une non-valeur, quelque chose à rejeter, là. Hein. Or, les patries, comme tu dis, les patries, bon, pas au Canada, mais dans beaucoup de pays, les patries, c'est ce qui sert à exclure toutes sortes de monde. Les patries, les États-nations, ce sont ceux qui ont génocidé. Hein? Donc, bon. Ouais. C'est ça que je comprends de la question de Pierre. Je pense qu'il y a quand même un rejet perpétuel de la dominance dans la figure de Caméléon. Oui. Ce qui est un peu déstabilisant quand même parce qu'il Oui. n'y a rien d'établi. Oui, mais il y a quand même la capacité de la rencontre dans le caméléon. Et on ne peut, évidemment, dans la pratique, on ne peut pas rencontrer tout le monde de la même manière, bien sûr. La capacité de la rencontre est un élément de l'éthique aussi.
je crois on vient de bien boucler la boucle malgré nous, ou peut-être que c'était voulu de votre part de terminer comme ça. Moi, j'ai rien voulu. Non. Je vous remercie de m'avoir invité. Hein. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Je voudrais remercier tout le monde aussi d'être venu en si grand nombre. En fait, pour un premier événement, c'est très intéressant de voir qu'il y a c'est intéressant de voir qu'il y a un intérêt. Là, je pense que je commence à être un peu fatigué. Je vous rappelle une dernière fois les dates de nos prochaines conférences si ça vous intéresse. Donc, toujours le lundi, toujours à 17h, toujours à la même place. Donc, le 5 mars, on aura Lucie Joubert. Le 19 mars, on aura Kazereka Kawahirei, qui me pardonnera d'avoir massacré son nom 2 fois ce soir. Et l'habitude. Ouais, j'imagine. Mais quand il y a un V et un W un après l'autre, moi, je perds le nord, en fait. Et le 2 avril, on aura Daniel Castillo Durante. Donc, si vous êtes libre, on vous invite encore à venir en aussi grand nombre. Et puis, encore merci à Monsieur Humbert d'avoir accepté l'invitation. On va faire en sorte de mettre assez rapidement sur Internet la conférence. Donc, pour ceux qui n'auront pas pu être là, qui ne m'entendent pas en ce moment, mais on fera la pub sur les réseaux sociaux. Donc, ils seront au fait, ils pourront réécouter la conférence. Et si vous voulez, vous pourrez vous-même l'apporter avec vous dans votre poche en balado-diffusion. Et puis, je vous remercie. Voilà. Merci.